Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. À 4h, il faut absolument qu'on s'arrête. Je te le dis. T'as une sonnerie ? Oh bah c'est bon, ça nous laisse 2 secondes. Oui, il faut que j'aille chercher mes enfants. Ok, pas de Donc soucis. j'ai pas de temps, j'ai rien pour pas me stresser, c'est toi qui surveille le temps. Prêt ? Allez. Tu fais beaucoup de webinars, t'as fait pas mal de conférences et beaucoup de présentations. Habituellement, tu te présentes toujours d'une certaine manière, donc je vais te demander de te présenter, mais peut-être d'une manière différente de ce que tu fais habituellement. D'accord. Genre impro total. Un pro total sur comment me présenter. Moi j'aime les défis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup construire, qui adore les défis challenge. Et je pense que je suis un bâtisseur. Et un de mes regrets, c'est que j'ai jamais été ingénieur réellement, même si j'ai fait des études en développement informatique. Mais voilà, une façon de me présenter. Quand tu dis que t'as jamais... Enfin, t'as fait des études informatiques, mais t'as jamais fait des études d'ingé, qu'est-ce que ça t'aura plus apporté selon toi les études d'ingénieur plutôt que... Je sais pas, j'ai pas fait. T'as pas fait ? À part avoir le titre. Tu penses que ça t'aura apporté plus de clés ? Ça aurait créé certainement un chemin de vie différent. Ça, je suis persuadé qu'à chaque choix, on crée des chemins de vie. Donc, ouais, c'est difficile à dire. Je suis pas ingénieur, mais j'ai l'impression de faire un boulot d'ingénieur au quotidien. Tu t'inspires beaucoup de tes équipes ou pas ? Je m'inspire beaucoup de mes équipes. Ah ben, en tout cas, ils me font souvent me remettre en question. Je sais pas. Et j'écoute beaucoup, je récupère beaucoup leurs idées, et ça amène des idées. Ouais. Est-ce que tu me referais la jeunesse de QuickMS concrètement ? Alors, la jeunesse de QuickMS, c'était en 2017, donc avant qu'on crée la boîte, pendant un an, avec Emmanuel et notre ancien associé, on a eu l'idée de partir sur cette création de société. Et en fait, l'idée était que venait de l'associé qui est plus avec nous, qui s'appelle Denis Fresson. L'idée était, il avait vu une boîte passer dans tous les secteurs publics et récupérer un fichier du secteur public pour faire des indicateurs. Et Denis est venu me voir en me disant « Ils font ça, il faut absolument qu'on fasse pareil, etc. » Denis était toujours à la recherche de plein d'idées. Et au même moment, j'étais consultant dans une grande société où on mettait en place la déclaration sociale nominative, donc la DSN, qui maintenant est devenue une norme très courante, etc. Donc c'était en 2017, c'était les premières versions. Et en fait, j'ai dit à Denis, mais c'est une super idée, mais on va pas faire ça sur le secteur public, on va faire ça sur le secteur privé avec le fichier de déclaration sociale nominative. Je dis, par contre, moi je pars pas sur ce projet si on n'a pas un associé qui est dev. Et Denis m'a dit, mais je connais un mec génial, j'ai bossé avec lui, il est top, je l'appelle. Et il a appelé Emmanuel, et après on s'est rencontré avec Emmanuel. Et dans le train, je crois qu'Emmanuel avait construit le premier test, le premier POC. Juste après votre échange ? Ouais, avant qu'il arrive même. On lui oui, avait d'accord. parlé de l'idée en visio, il a dit ouais ça m'intéresse, et il avait construit de mémoire le premier POC où on mettait un fichier des scènes et ça sortait un camembert des hommes et des femmes. C'était drôle. Voilà. Mais on n'avait pas encore de nom de boîte, on n'avait pas encore de nom de projet, et donc on a bossé avec Emmanuel dans notre temps partagé. Donc dans l'à côté de nos missions, parce que moi donc j'étais consultant en système d'information et donc je bossais pour des boîtes et je les aidais à mettre en place des gros systèmes RH, et Emmanuel lui était consultant, il faisait du développement côté RH aussi. Et en fait on a bossé le soir et les week-ends pendant plus d'un an avec Emmanuel sur la construction du premier POC de graphique, qui est aujourd'hui l'outil de reporting RH qu'on a en interne. Et après, quand est-ce que vous avez ouvert la boîte et commencé à recruter les équipes ? Alors, on a créé la structure en 2018, en mars 2018. Au début, il y avait 0 effectif. On a fait quelques mois comme ça où, en fait, on était tous les deux dans nos contrats respectifs classiques, mais on commençait à travailler, à facturer sur la structure. Je pense qu'un des premiers collaborateurs qui est arrivé, c'est Nicolas Sénez, qui est encore chez nous, qui est arrivé en tant que stagiaire, qui faisait une reconversion professionnelle. Donc Nicolas, il a dû arriver en 2018, courant 2018, au tout début.
Après, il y a Manon et Jennifer qui sont arrivés en apprentissage en septembre 2018. Donc on a commencé à recruter une petite équipe en 2018. Au départ, quand tu crées une boîte, tu es focus sur le produit. Après, quand tu commences à intégrer des collaborateurs, tu dois penser un peu l'environnement de ta boîte, orienter aussi collaborateurs, équipe, etc. Comment est-ce que toi, tu as pensé le QuickMS? Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses que j'ai copiées de ce qu'on faisait déjà dans la boîte de conseil avec lesquelles que Denis avait créé. Donc on a repris l'esprit forfait jour, on a repris liberté d'organisation, etc. On avait pris des bureaux, donc au début on avait présentiel et télétravail. On avait directement eu des jours de télétravail, mais il y avait des jours de présentiel obligatoires au tout début. C'était important qu'on se voit assez régulièrement quand on a commencé à construire la boîte. Et après, en fait, c'est au fil des équipes, après au fil de la documentation, parce que j'ai appris à être un chef d'entreprise et un dirigeant en même temps qu'on construisait la boîte. Et ça fait quoi d'être CEO? Bon, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai toujours été très impliqué dans tout ce que je faisais. Même quand j'étais consultant, pour moi, c'était important d'aller au bout des projets. Et la seule différence, c'est que je vais au bout de plein de trucs et des trucs plus ou moins intéressants. Quand tu as commencé à imaginer ton entreprise, est-ce qu'il y avait... Alors j'ai bien compris que tu t'étais inspiré de ton ancienne boîte, mais est-ce que toi, dans ton imaginaire, dans ton idéal, tu t'étais quand même projeté dans une organisation totalement libre, full remote comme ce qu'on connaît aujourd'hui, ou c'est venu bien plus tard? C'est venu plus tard. C'est venu au fil de l'eau, au fil des découvertes, au fil des podcasts ou de mes lectures. Et à chaque fois, quand je vois une bonne idée, je me dis tiens, ça peut être sympa, moi j'aimerais bien être dans ce type de boîte. Et donc on a implémenté, des fois ça a été difficile, des fois ça a été facile. Des fois on a abandonné des choses parce qu'on n'a pas réussi à bien les implémenter. Et on continue toujours, je pense, à progresser, on va continuer à faire évoluer la boîte. Est-ce que tu avais un jour imaginé créer ta boîte? Est-ce que tu pensais que tu allais devenir un jour chef d'entreprise? Oui, j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. Alors je savais pas si j'allais être consultant indépendant ou si j'allais créer une société. Je savais pas dans quoi. En fait, moi j'allais de projet en projet et quand tu fais du conseil, en fait, tu as l'impression de faire des rentrées assez régulières donc tu t'ennuies pas du tout. Et ça prend beaucoup parce que tu vois plein de modes de fonctionnement dans toutes les boîtes. Chaque boîte c'est unique, composée de personnes uniques. Et non, je savais pas réellement où j'allais, je vivais ma vie un peu tranquillement et j'avais pas cette ambition de rechercher absolument l'idée pour créer. Par contre, quand l'idée est arrivée avec Denis, j'ai voulu absolument sauter et je me rappelle même d'un moment où j'ai dit à Denis, mais il hésitait à créer la boîte, j'ai dit mais si tu hésites, moi on fait une rupture conventionnelle, je vais la créer tout seul. Et du coup, non, c'est bon, on va le faire. Du coup, on l'a fait. Il t'a suivi? Il m'a suivi. Avec Emmanuel? Avec Emmanuel. Aujourd'hui, il reste toi et Emmanuel. Denis ne fait plus partie de QuickMS. Comment fonctionne votre binôme? C'est fluide. C'est fluide. Quand je fais des bêtises, il me le dit. Je pense que quand il fait des bêtises, je lui dis aussi. On se le dit en mode feedback constructif. Je crois qu'en 6 ans, ça fait 6 ans, 6 ans, c'est ça, parce qu'on a créé en 2018, on est en 2024, on s'est jamais disputé. Alors ça me fait peur parce qu'on dit que toujours que les couples ont besoin de se disputer. On a eu des divergences, des points de vue divergents, mais on s'est jamais disputé. Et lui, par rapport à toi, donc lui il est 100% sur la partie technique, sur les prises de décision, comment ça se passe? Parce que toi tu es beaucoup plus sur quand même la partie Alors, RH. Sur tous les décisions stratégiques de la boîte globale, c'est le premier consulté et c'est le premier qui challenge la décision. Et après, on a bien nos périmètres respectifs. Moi, je ne regarde pas ce qu'il est en train de faire côté dev et les choix de technologie qu'il met en place. Et lui, il ne vient pas regarder les stratégies commerciales qu'on met en place, les stratégies marketing, etc. Par contre, l'orientation de la boîte, l'esprit de la boîte, etc., il est toujours... il fait partie des premiers à qui j'en parle, avec qui on challenge ça. Et du coup, quels étaient les 3 enjeux que vous aviez, je dis vous, pour le coup, donc toi et Emmanuel, quels étaient les 3 enjeux que vous aviez pour QuickMS quand vous avez créé la boîte, ou si c'est venu un peu plus tard?
Alors les enjeux, c'était vraiment d'aller, avec cet outil graphique, d'aller aider les RH qui n'avaient pas d'indicateur. C'était vraiment ça l'enjeu. Au début, on est vraiment parti sur de la BI pure RH, et c'est une phrase de Denis, puisque c'est Denis aussi qui a participé, qui disait le RH, c'est le parent pauvre des KPI, contrairement à la finance, qui a plein d'indicateurs partout, parce que forcément il faut la suivre, la finance. La RH, il y en a très peu. Et d'ailleurs, dans ce qu'on voit dans les outils, ce qu'on voyait déjà dans les outils en 2017, c'est que pour sortir un indicateur RH, il fallait absolument sortir sur Excel, puis créer tes propres indicateurs. Voilà, ou faire un projet de business intelligence qui coûtait des millions d'euros, donc non accessible aux boîtes de taille moyenne et petite. Et donc on est parti de là, ça c'était l'ambition. Et l'ambition, elle s'est transformée en disant, on veut aider les RH, on veut simplifier la vie des RH. C'est vraiment notre mission, simplifier la vie des RH. Et donc on est allé faire assez rapidement les obligations légales en matière d'indicateurs RH, tels que la base de données économiques et sociales, l'index FAMOM, les infos trimestrielles, tout ce genre de choses. Et à côté de ça, on a eu la chance d'acquérir un logiciel pour gérer les entretiens collaborateurs-managers, pour fluidifier le dialogue entre collaborateurs-managers, afin d'aider les RH dans tout ce suivi aussi. Ça, ce sont tes enjeux externes, en interne, quels sont-ils ? Alors, moi je suis un éternel optimiste, j'aimerais que QuickMS soit la meilleure boîte que ses salariés n'aient jamais connue. Alors je pense que pour certaines personnes j'ai réussi, pour d'autres j'ai échoué, forcément. Mais c'est ça, je suis un convaincu qu'il faut bien s'occuper des gens, prendre soin d'eux, être à l'écoute. Et donc avoir une entreprise où il fait bon vivre, c'est extrêmement important pour moi. Une entreprise, ça a des hauts et des bas. Est-ce que quand tu es devenu chef d'entreprise et que tu as commencé à recruter des collaborateurs, tu avais imaginé passer par les étapes que sont le Covid, la croissance, l'obligation de rentabilité et les choix que ça implique ? Alors le Covid, non, je pense que personne l'a imaginé, malheureusement, on le voyait que dans les films de science-fiction. La croissance, on l'avait imaginé sur Excel, c'est pas tout à fait la même chose que de la vivre, hein, on va pas se mentir. C'est quoi la différence ? Sur Excel, il suffit de faire plus 1, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 et c'est réglé. Dans la vraie vie, il faut recruter, il faut embarquer, il faut apprendre à faire confiance, il faut être capable de se challenger sur est-ce que la personne est encore au bon endroit, à la bonne place. Il faut s'occuper, c'est un peu comme imaginer avoir un enfant et vivre la naissance d'un enfant. Chaque nouveau collaborateur, pour moi, je suis un peu papa, mais pour moi, c'est un de mes enfants, un de mes nouveaux enfants. Et donc, on apprend son caractère, on apprend sa façon de penser, on apprend ses faiblesses, on apprend ses axes forts, et après, on essaie de jouer une belle partition avec tout le monde, quoi. Et pour ce qui est de l'obligation de rentabilité et des choix que ça implique ? L'obligation de rentabilité, alors on ne l'a pas connue pendant des années, parce que on avait des financements, donc on a été une société où on cherchait d'abord de la croissance et à faire notre place sur le marché. Chose qu'on a réussi à faire maintenant avec plus de 600 clients en B2B en France, dans les sociétés RH, chez les DRH, pardon. On a une notoriété, on sait que les boîtes nous appellent et on a des appels entrants qui disent on veut voir votre produit, on veut que vous répondiez à notre appel d'offres, etc. Et je sais plus ce que c'était la question. Les choix que ça implique d'avoir. Et à un moment donné, il faut bien aller arrêter de vivre avec l'argent des investisseurs et vivre avec l'argent des clients. Donc c'est passage à rentabilité. Et forcément, on était dans une pente où on voulait encore faire de la croissance et on a dû faire des choix difficiles pour arriver à la rentabilité. Ça a été dur, humainement très difficile, mais on l'a pas fait pour rien parce que 3 ou 4 mois après avoir fait ces choix difficiles, on est passé rentable. Si c'était à refaire, tu le referais ? Si c'était à refaire, je le referais. Le choix dans le fond, oui, je le referais. Mais je ne changerais le timing. Je le ferais certainement. J'ai voulu beaucoup protéger les gens, et alors qu'en fait, ça servait à rien de les protéger. Il valait mieux enlever le sparadrap le plus tôt possible. Donc je pense qu'on l'aurait un peu plus anticipé. Tu parles de confiance. Aujourd'hui, on est dans un système où on balance entre le télétravail, le télé et travail. Et nous, on est quand même dans une organisation en full remote. On ne voit pas H24, on ne voit pas régulièrement nos collaborateurs. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du mal, ne serait-ce déjà de base qu'avec
le télétravail, la liberté d'organisation et ce que ça implique. Et il y en a qui ont beaucoup de mal à faire confiance. Est-ce que toi, tu as un principe de base du style la confiance, ça s'acquiert, ou je la donne et après les gens font ce qu'ils veulent? Non, moi je pense que en fait, si quelqu'un n'a pas envie de travailler, il arrivera à ne pas travailler aussi bien au bureau qu'à la maison. Le présentiel derrière un écran au bureau, ça existe et c'est déjà très commun. Donc c'est le distanciel ou le présentiel, c'est pareil. En fait, la problématique n'est pas de où est-ce que la personne travaille, mais c'est ce qu'il a envie de travailler, ce qu'il est impliqué dans son travail, et ce qui donne de sa personne pour la boîte, et ce qu'il est engagé en fait. Et donc c'est pas le mode qui change, c'est plus la personne, et chaque personne est différente. Notre système chez QuickMS a montré qu'on a énormément de gens engagés qui bossent très très bien en télétravail. On a aussi croisé des personnes dans l'entreprise qu'on n'a plus avec nous à l'heure actuelle qui se cachaient un petit peu derrière leur écran. Mais ça, on les a dans toutes les boîtes. C'est pas parce qu'on a une boîte en présentiel qu'on pense qu'il y a personne qui fait du présentiel en mode je travaille pas et je fais semblant de travailler. La question que les gens se posent, ou en tout cas que moi on vient me poser en tant qu'RH, c'est comment est-ce qu'on fait pour voir que les gens ne travaillent pas en fait? Alors, déjà, c'est le manager qui doit avoir cette responsabilité-là. Parce que moi, en tant que CEO, je ne peux pas vérifier qu'il y ait 25 ou 40 personnes qui travaillent et qui ont suffisamment de boulot. Une de mes dérives au début, c'était d'essayer de mettre beaucoup de missions. Mais en fait, je pense que c'est plutôt, si on veut vraiment le savoir, il faut plutôt faire l'inverse. Il faut donner peu de missions et il faut que la personne, elle vienne demander du travail. Si la personne vient demander du travail, forcément, il travaille. Quelqu'un qui a peu de missions et qui ne demande pas son reste, c'est qu'en fait, il ne travaille pas. Est-ce que tu penses être un bon manager? J'aurais pas cette prétention. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais manager, il y a un duo manager-collaborateur. Et je peux être un bon manager pour une personne A et un mauvais pour une B. Et les très très bons managers, ceux qui arrivent à être bons managers pour A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, je pense pas être encore à ce niveau. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes émotions? Le sport, pas mal. Dormir, même si des fois ça m'empêche de dormir. Mais le sport et dormir. Et essayer de prendre un maximum de recul et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Est-ce que être chef d'entreprise, ça empiète beaucoup sur ta vie privée, ta vie familiale? Alors ma femme te dirait que oui. Moi je le ressens pas comme ça, mais c'est normal, je suis sur le vélo et je pédale, donc je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur les premières années, parce que j'ai énormément travaillé et surtout j'avais 2 boulots en parallèle, donc je pense que les années de 2017 à 2021 ont été vraiment assez fortement impactantes pour ma vie personnelle. Et j'ai compris que la boîte c'était plus un sprint, il fallait qu'on passe en mode marathon, et donc j'ai quand même baissé le rythme. Maintenant je travaille plus les week-ends vraiment, j'ai complètement déconnecté les week-ends, il est très rare que je prenne le PC pour bosser. Alors que les 4 premières années, je bossais tous les week-ends, je me levais à 5h du matin, avant de donner le biberon au bébé, etc. C'est dur de trouver un équilibre quand même quand on est chef d'entreprise entre sa vie pro et sa vie perso, où il faut forcément faire des concessions. Aujourd'hui, je pense que tu y arrives parce que tu as une équipe qui est construite. Il y a un équilibre à trouver qui va dépendre de chacun. Tu as des gens, je pense, qui seront capables de bosser énormément et ils n'ont pas besoin de faire de sport, etc. Moi, j'avais besoin de toujours faire du sport, alors pendant des années, j'en ai pas fait assez. Là où j'ai retrouvé mon équilibre, c'est quand j'en fais 4 à 6 heures par semaine. Je me sens bien, mais c'est pas évident. C'est comme apprendre à marcher. Quand on est enfant, on tombe 2000 fois ou 3000 fois ou 4000 fois, j'ai plus le chiffre exact. C'est pareil, l'équilibre, il a fallu que je me dispute régulièrement avec ma femme pour trouver le mode qui aussi lui convenait à elle, ce qui est normal, hein, la vie de couple c'est le plus important, enfin la vie de famille c'est le plus important, il faut vraiment garder ça en tête. Et donc oui, on tombe et on réajuste. Le but c'est de toujours réajuster dès qu'il y a un problème. Est-ce que au début, tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle des choses? Parce qu'au départ, quand on construit sa boîte, on fait tout soi-même, Non. on vérifie tout. Je pense que j'étais peut-être même dans l'excès inverse.
Nicolas Sénès me raconte, qui est notre chef de produit, pas chef de produit, pardon, qui est notre responsable du support client, de l'expérience client. Il me raconte, quand je suis arrivé en stage, tu m'as dit, voici la doc de la DSN, voilà, ça marche comme ça, les indicateurs tac, débrouille-toi. Donc je l'ai laissé avec un bébé et je l'avais pas assez accompagné. Je pense que même au début, j'accompagnais peut-être pas assez les gens et je pensais qu'ils allaient plus se débrouiller tout seuls. Aujourd'hui, c'est un peu plus l'inverse, tu trouves? C'est plus structuré. On a des managers qui font certainement mieux que moi, qu'accompagner les gens sur leur métier. Oui, je pense que c'est plus structuré. Après, tu pourrais m'en parler. Tu es arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est bien structuré quand même. Moi, je te trouve assez différent des autres CEO que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai travaillé. Il y en a qui sont énormément dans la direction, dans la stratégie, le pilotage hiérarchique, on va dire ça comme ça. Toi, tu es plutôt quelqu'un qui me semble vouloir aller sur le terrain, dans l'opérationnel. Tu le dis toi-même que tu es un bâtisseur, mais plus un bâtisseur, j'ai l'impression, de ce que va être ton produit, des équipes, plutôt qu'un bâtisseur d'entreprise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai effectivement une orientation à vouloir à faire un très très beau produit. Un très très bon produit et un produit qui est très très efficace. Voire même, j'ai une tendance qui est à plus aller chercher l'efficacité que le beau. Parce que je pense que le beau, alors c'est important d'essayer de faire du beau, on se bat pour en faire régulièrement et on fait régulièrement évoluer la solution, mais ce que cherchent les RH, c'est d'abord l'efficacité et la simplicité. Donc il faut un produit qui réponde à leurs besoins simplement, efficacement et sans que ce soit trop compliqué. Du coup, tu es un CEO, ce que moi j'appelle un peu atypique. Tu vois, je vois dans tes communications sur LinkedIn, tu communiques pas de la même manière, tu parles pas des mêmes sujets que les autres CEO que moi je vois, ou en tout cas que je côtoie, tu vois. Et je sais que Géraldine, elle m'a dit qu'elle t'avait proposé de t'accompagner notamment sur les posts LinkedIn, dans la rédaction de tes posts LinkedIn, et que tu avais refusé. Ma question c'est pourquoi? Alors moi j'ai découvert un nouveau métier cette année, sache-le, le writer, je sais pas quoi, là, donc ce sont des personnes Ghostwriter. externes, voilà, des personnes externes qui rédigent les posts des CEO, je savais même pas que ça existait. Et toi t'as refusé. Pourquoi? Oui, je refuse parce que je pense que ça doit être vrai, ça doit sortir de moi, même si ça sort pas parfait. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Mais ça doit être réel et naturel. Moi, j'ai testé, je me suis amusé à essayer d'écrire des posts LinkedIn avec les IA, mais en fait, je trouvais ça trop fade, trop moyen, pas assez d'émotion, pas assez d'humain, pas assez de... Voilà. Alors, je m'excuse, parce que des fois, je fais des fautes. Alors, je mets le correcteur d'orthographe, etc. Mais voilà, des fois, j'oublie un mot, etc. Et j'aime bien écrire aussi mon idée, mon émotion, puis avoir le stress de savoir est-ce que je vais me faire. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais me faire insulter? Je sais pas. Et même si je suis sûr que avoir de l'aide viendrait améliorer certains points, je perdrais cette liberté. J'aurais l'impression de toujours avoir quelqu'un qui vient me contrôler. Et j'aime pas être contrôlé, j'aime pas être trop en laisse. C'est pour ça que tu contrôles pas trop tes collaborateurs. Non, je leur fais pas subir ce que j'aime pas. Tu t'es déjà fait tacler sur tes posts? Oui. Lesquels par exemple? Ou un qui t'a marqué en particulier? Non, alors là, je me rappelle plus, mais plus de cas précis, mais j'ai déjà eu des remarques négatives directement sur les réseaux ou en interne auprès de QuickMS. Alors comment ça se passe quand c'est négatif en interne chez QuickMS? Après, ça dépend comment c'est fait, etc. Des fois, les personnes ont raison. Voilà. J'aurais dû d'abord communiquer en interne avant d'écrire des choses sur les réseaux. Et des fois, c'est juste des gens qui comprennent pas ou qui n'ont pas compris. Voilà. On peut pas être tout le temps d'accord sur tout. Aujourd'hui, QuickMS est rentable. Oui. Tu dis que tu es un constructeur, un bâtisseur. Oui. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Alors on est encore au début de la rentabilité, donc déjà on va bien assurer, on va faire des beaux poteaux, des beaux piliers, des belles fondations. On doit protéger les postes actuels, les pérenniser.
Et puis après, on verra ce qu'ont aussi envie de faire les collaborateurs. Parce que je pense qu'on arrive à un stade où c'est pas la boîte d'Emmanuel et la mienne, et celle de la famille Loca, qui est notre actionnaire principal, mais c'est aussi la boîte des collaborateurs. Il faut qu'on construise avec eux. Donc on est en train de sortir vraiment de la difficulté et je pense que dans les mois à venir, on va pouvoir co-construire avec l'équipe. T'as quand même une idée, idéalement, de ce que t'aimerais mettre en place. Oh, j'ai des idées, j'ai des rêves, etc. Mais il faut d'abord brainstormer avec tout le monde. Tu peux nous en donner un rêve ou pas? Moi, j'aimerais, comme je te disais, que Cookiemes soit la meilleure boîte que l'entreprise, que les collaborateurs aient jamais connue. Mais donc c'est moi je rêve de l'entreprise 100% libérée, des responsabilités totalement partagées, des gens qui peuvent aller surfer quand il y a des vagues, voilà. Donc il y a des choses qu'on a déjà bien avancé sur ce sujet, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Quelles sont tes limites? Si t'en as. Quelles sont mes limites? Sur quel sujet? Tant que CEO, pour commencer. Alors je pensais que la recherche de la rentabilité serait une de mes limites. Pourquoi? Parce que je vais être en bâtisseur, moi je veux bâtir. Donc la rentabilité, c'est les détails, c'est la finesse, c'est la perfection, etc. Et je suis pas quelqu'un de nature perfectionniste. Toute l'équipe le sait, je pense. Ça fait partie d'un de mes défauts, mais j'ai un avantage, c'est que je vais vite sur certains sujets, mais jamais être parfaitement tout au fond et pas perfectionniste. Et donc je m'étais toujours dit, moi, quand il faudra qu'on soit rentable, je partirai. Parce que ça m'intéressera plus. Et le challenge de la rentabilité était un vrai challenge. Et je pense que ce challenge-là était très intéressant pour les équipes. Parce que j'avais un devoir, je me donnais ce devoir de sauver ces postes-là, de m'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui puissent continuer à travailler. Et donc c'était un beau challenge. Et donc finalement, t'as atteint la rentabilité, finalement tu vends pas ou tu restes. On a passé le pic, il faut qu'on la stabilise, qu'on l'assure. À quel moment est-ce que tu penses que tu t'ennuieras? Ou que ça deviendra moins intéressant pour toi? Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas. Quel bilan est-ce que tu fais aujourd'hui du moment où tu as créé Cookiemes à aujourd'hui? Ma capillarité dirait que j'en ai moins, j'ai moins de cheveux. À part le fait d'avoir moins de cheveux et plus de rides. Le bilan est que je pense qu'on a aidé des centaines d'RH et qu'on aide des centaines d'RH au quotidien. Voire même, on va même plutôt parler de milliers, parce que des fois, on aide des équipes RH entières, donc une entreprise n'est pas égale à un client et un utilisateur. On aide... je pense qu'on arrive à rendre heureux et s'épanouir une bonne partie des collaborateurs, j'espère tous. Et donc ça, c'est les deux gros bilans qu'il faut garder. C'est des clients heureux, des salariés heureux. Est-ce que dans les différentes étapes que tu as traversées, il n'y a pas des choses qui t'ont impacté de façon à ce que en fait, ta vision ou ta confiance ait été impactée et que ne sont plus les mêmes qu'il y a 5-6 ans? Alors, j'ai pris de l'expérience, donc il y a des choix que j'ai fait dans les années d'avant que j'aurais peut-être pas fait. Par contre, j'ai une règle d'or qui est, c'est pas parce qu'on a un jour un problème qu'il faut mettre un process et un contrôle en face. C'est pas parce qu'on s'aperçoit que quelqu'un en fait ne faisait rien qu'il faut se mettre à pointer et que tout le monde pointe et mettre des comptes rendus d'activités extrêmement précis et détaillés. Je pense pas que il faut être capable de voir si la difficulté, le symptôme a vraiment besoin d'avoir un médicament fort et important plutôt que d'avoir juste de temps en temps il faut enlever un sparadrap ou j'ai un bouton, je vais juste attendre qu'il s'en aille, ça passe. Donc il faut arriver à pas à chaque difficulté, problème, forcément mettre la contre-mesure en face, parce que des fois la contre-mesure va coûter beaucoup plus cher que le problème lui-même, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que si tu pouvais tu ferais différemment?
Dans quoi? Dans l'organisation? Non, par rapport à tout ce qui a été fait chez CookieMS, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ah, si j'avais un pouvoir magique, j'essaierais, c'est un des sujets, j'aimerais bien que les bureaux soient un peu plus pleins, qu'il y ait un peu plus de vie au bureau. Même si je suis très heureux d'offrir du full remote aux gens. Tu pourrais revenir sur la notion de full remote ou pas? Non, moi personnellement, je reviendrai jamais. Parce que je pense que les gens sont libres et que ça apporte beaucoup. Je pense que c'est aussi une solution écologique. Parce que mettre énormément de télétravail, c'est quand même moins de déplacements. Et c'est aujourd'hui ce qui nous coûte un des axes qui coûte le plus cher en carbone. Mais avoir plus de présence au bureau, ça serait bien. Qu'est-ce qui te manque dans le présentiel au bureau? C'est ces petits moments imprévus. Alors on arrive à le faire dans nos team buildings, on fait des team buildings réguliers. Mais c'est ces petits moments un peu plus imprévus qu'on peut avoir tout au long. L'idée, l'échange, la blague qui sort de rien quand on travaille sur un sujet, que tu t'entends le collègue qui dit une connerie, ou tu vois Marie qui fait un panier de basket et tu te lèves et tu vas faire un panier de basket avec elle. Voilà, c'est ces petits moments un peu plus imprévus qui sont un peu plus réguliers avec la présence au bureau toutes les semaines, versus un team building une fois par trimestre. Alors on a plein d'autres éléments super fun pendant le team building pour compenser. Moi ce que je dis c'est que nos team building c'est un peu notre pause café géante qu'on fait 4 fois par an. Quelle question est-ce que tu n'aimerais pas que je te pose? Quelle question que j'aimerais pas que tu me poses Je sais pas. Non, je sais pas. Tu pourrais tout recommencer, c'est-à-dire, ok, t'arrives un jour où tu vends CookieMS parce que pour toi t'es arrivé au bout, ou en tout cas tu quittes CookieMS, tu aurais le courage de repartir dans la construction d'une nouvelle entreprise? Ah, j'adorerais. C'est vrai? Ah oui. Puis même j'adorerais pouvoir vivre plusieurs vies et pouvoir savoir où chaque choix que j'ai fait, pouvoir prendre l'autre choix pour voir ce qui se passait, ce qui serait passé. Lequel par exemple? Il y a plein de trucs. Par exemple, le jour où je t'ai recruté, voir est-ce que si je t'avais pas recruté, qu'est-ce qui se serait passé? Je sais rien, mais c'est rigolo. Si tu pouvais vivre plein de vies en parallèle, ça serait génial. Quelle question est-ce que tu aimerais bien que je te pose? C'est pareil, j'ai pas trop d'idées. Non, tu m'as posé pas mal de questions intéressantes. Non, j'ai pas forcément de grandes idées sur. Je sais que tu t'inspires pas mal de beaucoup d'autres entrepreneurs via ce que tu as dit tout à l'heure, donc les podcasts. Je sais aussi que tu lis pas mal sur les différents types d'organisations. C'est quoi pour toi l'entreprise idéale de demain? Alors, je pense qu'il peut en avoir plein et de différentes formes. C'est dans. C'est quoi le titre? J'ai plus le titre du livre. Je sais plus le titre du livre. Alors, bon, je me rappelle plus du titre du livre. Ça va revenir. Mais qui dit qu'en fait, chaque organisation est un être vivant parce qu'il est composé de personnes. Et donc, il y a plein de perfections. Et d'ailleurs, la nature nous montre qu'il y a plein de façons d'être parfait. Même si la perfection n'existe pas, hein. Moi je dis toujours que c'est que la perfection c'est un ensemble de défauts qui convient parfaitement aux gens qui les ont. Donc il y a plein de façons. Tant que moi je pense que mon objectif c'est d'avoir des clients heureux et des salariés heureux et qu'on soit toujours en mouvement et toujours content de se lever le matin. Tu penses que la liberté d'organisation, elle est possible pour tous? Parce que moi, par exemple, alors je sais pas si c'est par expérience ou... Mais tu vois, typiquement, le full remote, je sais que j'ai tendance à me dire... Voilà, pour moi, le full remote, ça fonctionne qu'avec des personnes qui sont autonomes, qui sont engagées, qui ont envie de travailler. Donc tout le monde n'est pas fait pour télétravailler ou pour être en full remote. Est-ce que tu penses que ce type d'organisation que tu proposes,
tel que QuickMS, c'est faisable pour tout le monde. Non, alors je pense qu'il y a des gens qui vont pas s'épanouir. Parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment bien venir au bureau tous les jours. Après, je pense pas que ça soit une question d'envie et d'engagement, parce que ça, peu importe le mode, si les gens sont engagés, ils travailleront, ils seront contents. Donc c'est pour ça on aura encore des boîtes avec du présentiel obligatoire, on aura des boîtes en full remote comme nous. Alors, on est passé à d'un coup beaucoup de boîtes et là en ce moment moins de boîtes. On aura des boîtes hybrides, beaucoup. Je pense que la norme va être plutôt dans l'hybride. Je vois mal comment aujourd'hui, en 2024, des boîtes puissent dire vous faites pas du tout de télétravail. Je pense que c'est impossible maintenant. On a fait déjà un gap sur les 1 à 2 jours. Après, chaque organisation doit trouver son équilibre pour que les collaborateurs soient heureux et que l'organisation soit productive. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les collaborateurs sont engagés ? Je pense que liberté, confiance sont déjà les 2 clés. Et l'un va avec l'autre parce que en fait, si on a confiance, la liberté n'est pas un problème. Et la dernière clé, c'est vraiment l'envie d'aider. Nous, dans nos valeurs chez QuickMS, on en a 4 qui sont professionnalisme, entraide, respect et fun. Et l'entraide, pour moi, c'est clé, en fait. Et c'est presque la valeur la plus importante dans les 4 pour moi, parce que, en fait, moi, je veux juste aider les gens. Et que je veux aider mon collègue, ou je veux aider mon client, ou je veux aider mon fournisseur, parce qu'à un moment donné, il faut que je l'aide à faire évoluer son produit pour qu'il m'aide lui, mais ça peut l'aider aussi. Voilà, l'entraide est extrêmement importante. Et je pense qu'en fait, quand tu es habité par l'entraide, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut parler de la dyslexie ? On peut parler de la dyslexie. Donc tu es dyslexique ? Je suis dyslexique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le quotidien d'une personne dyslexique quand elle est, enfin, en tout cas, de l'impact que ça a eu quand tu étais jeune jusqu'à aujourd'hui ? Alors, je vais pouvoir expliquer ma vision à moi, et voilà, en sachant que moi, je suis pas un très très fort dyslexique. J'ai quand même la chance de pas avoir, j'en ai une importante, mais il y en a des bien pires que les miennes. Moi, petit, ça a été plus un sentiment de j'arriverai jamais. Et donc j'ai laissé tomber l'orthographe, la grammaire, j'ai abandonné. Petit, j'ai abandonné, alors certainement parce que le système n'était pas adapté. J'ai l'impression que le système éducatif est mieux adapté maintenant pour affronter ces pathologies. Je me rappelle encore que ma prof m'obligeait à tenir mon stylo d'une certaine façon. Mais je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à tenir, donc il me mettait des appareils sur mes stylos pour que je tienne bien. Voilà, donc j'ai eu beaucoup ces difficultés-là. Après, c'est des difficultés à lire, où j'ai mis plus de temps à apprendre. Et du coup, tu deviens vite la risée des autres élèves, parce que tu sais pas, parce que tu lis moins bien, moins vite, parce que tu fais des fautes. Et j'ai toujours, à l'âge adulte, beaucoup de peur de lire en public. C'est pour ça qu'en général, je n'écris jamais ce que je dois dire. C'est pour ça qu'en conférence, t'as pas de notes, non, tu jamais. vas freestyle. Jamais, parce que moi j'ai rien à lire et donc je ne peux pas buter sur des mots. Voilà. Et après, au quotidien, je suis très heureux qu'on soit à l'époque où on est, parce que la dyslexie devient de moins en moins un problème. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est très très forte pour corriger ce genre de choses, des logiciels type Merci App qui font ça très très bien. C'est devenu beaucoup moins... les dyslexiques ont plus d'outils pour s'adapter. Je vais rebondir directement sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a un impact sur QuickMS ou pas, selon toi ? Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est dans une phase où tout le monde s'est éclaté avec, mais en fait, on s'aperçoit que les usages sont encore peu qualitatifs. Tiens, je regardais un post LinkedIn ce matin, je crois, où il y avait une vidéo qui avait été faite par intelligence artificielle, et on voyait des pattes se mettre en forme et danser comme des personnages. Et là, les personnes disaient « Oh, je pensais pas qu'une vidéo pourrait me faire rêver autant et tout ». Et en fait, moi, quand on regarde bien la vidéo, on s'aperçoit que le premier plan est parfait, mais qu'en fait, au fond, les images sont incohérentes. On avait des paniers de fruits qui avançaient, qui disparaissaient, des rideaux qui étaient là, qui disparaissaient, etc.
Donc en fait, le problème aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est que ça fait qu'un travail bâclé, et ça fait du travail de masse bâclé. Et c'est ce qu'on d'ailleurs on s'aperçoit quand on écrit des posts LinkedIn avec, on reprend toujours. Donc ça peut être un outil très performant dans le pré-abattage ou dans l'aide à la réflexion, mais pas encore un outil de production qualitatif sur l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît à ce jour. Ça va peut-être bouger. Je pense que ça va mettre 2-3 ans avant d'arriver à passer un cap de qualité. Ou peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je sais pas. C'est plein de règles comme ça qui... Comme la puissance des PC qui doublait tous les 2 ans, c'est fini. Les PC ne doublent plus tous les 2 ans. La loi de Moore qui a disparu. Voilà, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, on l'utilise en interne. Il y a sur certains sujets où moi-même, quand je code, ça m'aide. Il y a des trucs où je me suis dit, par l'intelligence artificielle, je trouvais une solution, alors que je pense que tout seul, j'aurais pas réussi. Donc il y a certains sujets où c'est très, très bien, ça peut être très très bien, mais je le vois pas encore arriver de façon massive dans toutes les organisations. On a certaines applications qui peuvent être intéressantes. Use case, on a un collaborateur dans l'équipe qui est en train de travailler sur la prédiction des départs, des ruptures conventionnelles et des démissions de collaborateurs à partir des données des scènes. Donc ça, on va pouvoir, s'il se débrouille bien, mais j'ai vraiment confiance en lui, donc il va bien se débrouiller. Je pense que d'ici la fin de l'année, c'est une applicative qu'on pourrait sortir pour nos clients. Mais c'est un truc qu'on fera tourner une fois par an, parce qu'un client n'a pas besoin d'avoir une intelligence artificielle qui, du jour au lendemain, va lui répondre « Attention, monsieur va démissionner ». Non, il a besoin, dans début d'année, de faire un bilan et de savoir quels profils sont peut-être en danger, sur lesquels il faut peut-être que j'oriente ma campagne d'entretien annuel et ma campagne de rémunération pour les garder, parce que ces profils-là. Ou, inversement, sur ces listes, ah tiens, ça m'arrangerait, parce qu'en fait, lui, il est pas terrible, donc s'il part, c'est mieux. C'est une personne toxique, il vaut mieux qu'elle parte de l'organisation. Donc, je pense qu'on est encore loin des usages précis de l'intelligence artificielle dans nos types d'organisation. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, par exemple, tu as un tableau Excel avec des données, tu l'implémentes dans l'intelligence artificielle, ChatGPT te sort des graphiques, enfin certaines intelligences artificielles te sortent des graphiques ou une synthèse de ton tableau Excel qui fait 1000 lignes. Est-ce que tu n'as pas peur que demain, il soit possible de mettre la DSN, ou en tout cas des données RH brutes, et que l'intelligence artificielle fasse ce que fait Graphique aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les humains sont capables de faire ce que fait une intelligence artificielle sur cette partie-là, récupérer un tableau Excel et faire des camemberts. Oui, mais c'est plus rapide Alors, non, c'est pas plus rapide, déjà, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous, ils ont rien à faire, ils mettent le fichier et ça sort déjà, et surtout que nous, on a documenté, on a construit, on a réfléchi sur chaque indicateur. Vous demandez de faire vous mettez un fichier Excel dans une intelligence artificielle aujourd'hui, ou le fichier DSN, tu dis compte-moi le nombre d'hommes et de femmes. Et tu sais pas ce qu'il t'a compté. Tu sais pas si t'as compté le nombre de femmes en ETP, tu sais pas si t'as compté le nombre de femmes et d'hommes en un effectif inscrit fin de mois, il t'a compté tous les contrats, il t'a peut-être loupé des lignes, tu sais pas ce qu'il a compté. Nous, on structure la donnée et on met des règles d'analyse qui sont documentées. Aujourd'hui, une intelligence artificielle ne sait pas faire ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se dit autour de l'IA et des RH, puisque les RH sont les clients de QuickMS. On dit que demain, on va remplacer les RH par de l'intelligence artificielle. Non, moi je suis persuadé qu'il va y avoir des tâches débiles que font les RH. Comme quoi, par exemple? Par exemple, écrire 500 fiches de poste. Mais c'est horrible d'écrire 500 fiches de poste. Ne me demande jamais de faire ça, je te le ferai pas, je te dirai. Bon, on est que 22, ça va aller vite. Oui, mais quand même, 22, c'est beaucoup. Non mais voilà, ça par contre, une intelligence artificielle peut arriver à prémâcher très fortement le travail pour que le RH juste qu'on passe et relise et ajuste les fiches de poste. On empêchera, l'intelligence artificielle ne sortira jamais des fiches de poste parfaites, c'est impossible. Donc voilà, donc l'intelligence artificielle va aider. L'intelligence artificielle va pouvoir pointer des éléments qui étaient difficilement pointables. Comme je te disais, anticiper potentiellement sur des démissions, sur des licenciements. Mais par contre, il y aura toujours l'humain qui ira donner la direction de l'action qu'il faut mener. Quand le cas du potentiel, tiens, un tel a 80% de chances de démissionner, il n'y a que l'humain qui sait ce qu'il faut l'orienter pour essayer de le garder, ou est-ce qu'il faut faire en sorte d'aller vers l'avant et dire on sait que t'es pas bien, est-ce que tu veux qu'on envisage une sortie? Il n'y a que l'humain qui peut faire ça. Et
Et il y a des boulots qui restent pour moi quand même dans RH. Il y a humain et les relations humaines doivent arriver au premier plan. Et peut-être que c'est ça qui va arriver. Ce qu'on voit aussi, c'est que il va y avoir beaucoup plus de... Le col bleu va être beaucoup plus mis en valeur parce qu'il va y avoir beaucoup plus de mal à être remplacé. Et donc, sur ces populations-là, il y a un énorme travail à faire. Il y a aussi un énorme travail à faire d'améliorer les cols blancs pour qu'ils acquièrent et maîtrisent ces intelligences artificielles. D'ailleurs, la dernière fois, je discutais avec une prof qui disait que de toute façon, dans le système éducatif, ils commencent à fermer les filières générales qui amènent sur des postes cadres pour pouvoir revenir sur des filières purement pro-industrielles, pouvoir réindustrialiser et ramener ce que toi t'appelles l'école bleue, en fait, qui aujourd'hui disparaissent. C'est pas moi qui les appelle. Oui, c'est vrai. c'est général, c'est une appellation, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais qui du coup sont de plus en plus rares. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle représente un danger pour certains postes chez QuickMS ? Non, parce qu'on va évoluer avec, on va grandir avec. Peut-être que, tu vois, sur l'histoire des camemberts, une intelligence artificielle sera implémentée dans le graphique et le RH pourra dire fais-moi un camembert. Mais il va falloir qu'on structure, qu'on travaille la donnée. Il y aura toujours des éléments où les RH, ils n'arriveront pas à faire les prompts qu'il faut, et donc il faudra quand même un humain pour l'aider. Il y aura de l'analyse aussi, de la création, etc. Donc on va évoluer avec, on va grandir avec, et on va créer la BI de demain avec. D'habitude, c'est Géraldine qui fait un peu la pub des produits QuickMS. Hier, j'ai demandé à Jen et à Manon de me parler de ces deux produits. J'aimerais bien savoir comment toi tu présentes Graphic et Crew, les deux produits de QuickMS. Alors, on va commencer par Crew. Donc Crew, c'est un logiciel qui est là pour fluidifier la relation collaborateur-manager à disposition des RH. Donc c'est vraiment les RH qui sont le chef d'orchestre, et après le manager joue et le collaborateur joue la partition. Donc ça va être un outil qui est vraiment là pour gérer les entretiens. Donc tout type d'entretien, on va être entretien annuel, entretien professionnel, suivi du forfait jour, tout ce genre d'éléments, suivi des objectifs, évaluation des compétences. Et enquête en interne, on a aussi pour voir si les collaborateurs sont contents, faire une enquête de mobilité, voilà, ces fonctionnalités. Quelle ambition t'as pour ce produit Crew qui a quand même pas mal de concurrence sur le marché en fait ? Je pense que c'est pareil, il faut qu'il aille aider les RH et aider les entreprises. Donc il faut qu'il soit simple d'utilisation et qu'il soit un facilitateur pour le manager et pour le collaborateur. Donc on a une centaine de clients sur ce produit-là. On est en train de trouver à peu près le type de clients sur lesquels il répond le mieux. Et donc l'ambition, ça sera d'aller développer ce marché-là pour améliorer le dialogue en entreprise. Après, sa vraie valeur ajoutée, c'est quand il est connecté à Graphic et que tu sors les données. Alors, est-ce que c'est parce que moi je suis VIP et j'ai accès à tout qui me fait dire ça, mais tu fais partie des RH qui ont les deux outils, qui ont ces accès à ces informations. Non, je pense que les autres RH qui n'ont pas accès ont aussi beaucoup de valeur. C'est vraiment un outil qui va permettre de piloter la relation et le dialogue en entreprise. Quand tu sais que les 3/4 des départs sont dus à des mauvaises relations avec les managers, Crew, il peut aider à détecter ce genre de choses, quoi. En mettant des évaluations, en faisant du 360, évaluation de 360, etc. Et Graphic, comment tu le présentes ? Et Graphic, c'est vraiment la boîte à outils BI 100% RH qui va permettre donc au RH de pouvoir piloter l'entreprise côté RH avec vision RH, à suivre l'absentéisme, les effectifs, la masse salariale, la formation, les entretiens, et répondre aussi aux obligations légales qui sont une épine du pied assez forte pour les RH, qui sont énormément chronophages, mais de toute façon les deux sont chronophages. Mettre en place des KPI, les faire suivre et les maintenir dans le temps, c'est chronophage. Et donc c'est vraiment ce cockpit, ce tableau de bord complet de pilotage qu'on met à disposition des RH, et pas que aux RH, parce que beaucoup de clients les ouvrent à des directeurs de site, à des managers, en fonction du population. Parce que quand même, dans certaines boîtes, le premier RH, c'est le directeur de l'établissement, ou c'est le directeur de site,
qui est le premier RH de la boîte en face, quoi. Quels sont selon toi les défauts de chaque produit? Si tu devais donner un défaut à Graphique et un défaut de Crew. Graphique, c'est qu'il est peut-être pas assez beau. Mais J'ai une question collaborateur sur ça. mais terriblement efficace. Voilà, moi je me rappelle toujours dans ma jeune carrière, en fait, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Café Richard, et les vins Richard, et ils travaillaient sur un outil qui était un AS400, je sais pas si tu vois, c'est les écrans noirs et verts. Ouais, je connais bien. Et en fait, donc ils passent sur du SAP. Et SAP est une grosse machine, super, le projet se passe bien, et il y a un service qui est la prise de commande au téléphone. Et quand ils sont passés sur du SAP, avec une souris qui bougeait, etc., un écran qui était vachement plus beau, plus agréable pour les gens qui prennent la commande, ils allaient 2 fois moins vite à prendre une commande. Parce qu'en fait, les écrans noirs et verts étaient terriblement efficaces. Et ils ont dû embaucher, sur un service de 10 personnes, ils ont dû embaucher 3 personnes de plus pour pouvoir faire la même chose. Et ils ont payé des développements spécifiques pour revenir vers cet écran vert. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu feras attention, la prochaine fois que je pense que tu vas chez Boulanger, ou chez Boulanger en tout cas c'est sûr, je crois que chez Darty encore, ils ont toujours leurs écrans verts. Ah ouais, je regarderai. Je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà. Dans les prises de commande. Ah oui. Mais oui. Terriblement efficace en fait, ce petit écran vert. Mais c'est de la S400 dans ces écrans verts? Alors à la base c'était de la S400, est-ce que ça tourne toujours? La S400 c'est un serveur, est-ce que ça tourne toujours sur de la technologie S400? En tout cas c'est l'esprit. Ultra simplifié, avoir un fond noir sur du vert, énergétiquement c'est quand même beaucoup mieux. Et tout au clavier souris parce que ça va vachement plus vite. Question collaborateur du coup, puisque tu as mis les pieds dedans. À quand l'UX UI pour Graphique? Mais on en refait en permanence. On a déjà fait une grosse refonte il n'y a pas longtemps. Les équipes onboarding, ils travaillent en permanence. Aujourd'hui, voilà, c'est un projet qu'on continue et c'est un travail continu. T'embaucheras un jour un UX UI pur pour le rendre plus intuitif ou en tout cas comme un jeu, quoi, comme un jouet, ou comme on le voit dans beaucoup de SIRH d'ailleurs. Alors on espère que c'est déjà un jouet, hein, qu'il y a beaucoup d'RH qui font des trucs magnifiques avec. Je pense pas, parce que je pense que ça doit être une montée en compétence des équipes elles-mêmes. Et qui est le mieux à comprendre comment fonctionne l'outil, comment améliorer l'outil quand on est au quotidien dessus, quoi. Le défaut de Crew? Alors le défaut de Crew aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés à synchroniser Crew au logiciel de paye. Et donc on en a mis en place avec des SFTP, des fichiers plats qui tombent en fonction. Et on est en train, et là Pierre va travailler dessus dans les semaines à venir, va commencer à mettre les premières API en place avec les gros logiciels du marché. Donc on va faire Silae dans le trimestre là. Et donc j'espère qu'on va arriver à améliorer ça, et ça devrait aussi faire un effet boule de neige, une simplicité, tout en dans l'idée de la simplicité avec Graphique, de partir de la donnée DSN pour qu'il n'y ait rien à penser, rien à réfléchir pour le RH, et là qu'on puisse connecter le logiciel de paye pour que ça vienne alimenter Crew, aussi bien quand il y a un nouveau collaborateur, quand il y a mettre les salaires, etc., les changements de manager, etc. Donc voilà, je pense que le défaut c'est le manque de connectivité à l'heure actuelle, mais sur lequel on travaille et que c'est la priorité du prochain trimestre. Question de Jen et Manon. Elles ont osé me poser une question. Je leur ai demandé. Elles ont cherché, mais elles en ont trouvé une. À quand le voyage en Corse? Moi, j'étais pas là quand vous avez eu cette conversation, mais apparemment, un jour, il est sorti l'idée d'un voyage en Corse ou un team building en Corse. Eh ben, les filles, signez, et on en reparle. T'en veux à tes équipes quand elles signent pas ou... Jamais, parce que je sais qu'elles se donnent à fond. Et que Jen et Manon, c'est une très belle histoire chez nous. Elles sont arrivées, elles étaient apprenties. Elles ont vu le tout début de la boîte en 2008. Elles m'ont connu avec plus de cheveux. Donc non, jamais. C'est jamais leur faute. C'est notre faute à tous. Comme c'est jamais leur victoire qu'à elles.
c'est la victoire à tous. Quand elle signe des beaux clients, et quand elle signe des beaux clients, c'est les équipes dev qui ont développé comme il faut l'application, qui ont dit qu'ils allaient pouvoir faire telle évolution pour le client. C'est l'équipe marketing qui a mis en avant le produit, qui a fait que le lead est arrivé. C'est l'équipe onboarding qui va former le client pour que le client soit heureux, et c'est l'équipe support qui va s'occuper du client tout au long de sa vie. C'est toujours des victoires collectives et des défaites collectives. Et ben moi je trouve qu'on va s'arrêter sur ça, je trouve ça bien de s'arrêter sur ça. Avec Qu'est-ce plaisir. que t'en penses? Avec plaisir. Et ben merci.